Madame, Monsieur, bonsoir. Tu es africain, tu es panafricain, ceci te concerne. Depuis déjà quelques années, nous vivons une révolution totale de certains leaders africains. Nous vivons une révolution totale et un réveil exceptionnel des enfants de l'Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, aujourd'hui constitués en un seul bloc, sous l'appellation de l'AES, prêchent le bon exemple et nous rend très fiers. La libération totale de l'Afrique passera par l'Afrique et par les Africains. Uniquement. Écoutons plutôt cette chronique du grand journaliste panafricain Jules Domché qui nous raconte dans sa chronique comment les militaires sont la solution pour le réveil de l'Afrique. Regardons. Les militaires sont à la mode aujourd'hui en Afrique, adulés par certains, décriés par d'autres. Mais seulement, nous sommes-nous véritablement interrogés sur le rôle à donner à l'armée dans nos États, mais sur la place et le rôle joué par les militaires qui ont dirigé ou qui dirigent nos États. Dans cette chronique, il va être question de se demander si les militaires étaient la solution et non le problème, comme tente de le faire croire une certaine opinion. La place et le rôle de l'armée au sein de nos États a été remis au goût du jour avec les différents coups d'État qui ont sévi ces dernières années et mois en Afrique. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Gabon et bien entendu en Guinée. Ce sont des militaires qui sont aux affaires. Mais au lieu de regarder le problème de manière profonde, certains se sont empressés d'avoir des condamnations de principe, en estimant qu'on était en train de violer là les principes de la démocratie, qu'il fallait urgemment remettre le pouvoir aux civils, en donnant des délais aux militaires très ridicules dans la plupart du temps. On a décidé de prendre notre destin en main et ce n'est ni la communauté internationale, ni qui que ce soit qui va nous arrêter. Force est de constater que malgré cela, les militaires sont là et comptent bien y rester. La patrie ou la mort nous vaincra. Qu'est-ce qui a changé en Afrique depuis que les militaires sont de retour aux affaires? Il faut noter, au moins pour le remarquer, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique qui a été créée. Il y a comme une prise de conscience dans une certaine partie de l'Afrique, pour le moins l'Afrique de l'Ouest, le Sahel principalement, des populations. On voit un engouement auprès de leurs dirigeants qui amène à s'interroger. Alors, au lieu de condamner les coups d'État par principe, on devrait déjà se poser la question de savoir qu'avons-nous fait pour que les militaires deviennent de véritables stars? Qu'avons-nous fait pour mettre les militaires au centre du jeu et les présenter aux yeux d'une certaine opinion comme étant la solution aux maux de l'Afrique? Quand l'État n'arrive pas à protéger les citoyens, à garantir les droits, quand l'État ne permet pas aux populations de choisir eux-mêmes leurs dirigeants dans les conditions normales, on ne peut qu'avoir une jeunesse qui réagit et une jeunesse qui est prête à se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Dans certains cas, l'armée a été plus ou moins appelée par les populations, par la jeunesse, à prendre le dessus. Et cela laisse à réfléchir et devrait conduire les chefs d'État de l'autre sous-région à comprendre qu'il leur faut absolument tenir compte de la volonté du peuple. Il est peut-être venu le temps de rappeler à tous ceux qui s'en prennent aux militaires qui sont aux affaires en Afrique que la plupart des changements qu'a connu le continent africain est dû à des militaires ou à des anciens militaires. Sans être exhaustif, je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer comment des militaires ou des militaires devenus civils ont transformé leur pays. Si on prend par exemple le Ghana,
Tout le monde sait aujourd'hui que le Ghana moderne est le fruit de Jerry Rawlings, un militaire qui, à un moment donné, avait décidé de prendre ses responsabilités et est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais a totalement transformé son pays et l'a mis sur les rails. Et si le Ghana connaît la situation qui est la sienne aujourd'hui, on est unanime que c'est grâce à Jerry Rawlings. Si je prends maintenant le cas du Burkina Faso, l'un des hommes politiques les plus célèbres en Afrique et à travers le monde, qui a fait la fierté des Africains, c'est Thomas Sankara, qui était un militaire, qui effectivement est arrivé aux affaires également par un coup d'État. Animé d'une vision et d'un patriotisme exceptionnel, il a transformé son pays en un temps record, en posant des actes extraordinaires, une capacité de mobilisation sans faille. On a vu des Burkinabés être fiers d'être Burkinabés, grâce à Thomas Sankara. Et nul doute que s'il n'avait pas été lâchement assassiné aussi précipitamment, le Burkina Faso aurait certainement eu une autre trajectoire. Si on quitte de ce pays-là pour aller dans ce qui est considéré aujourd'hui comme la première puissance économique en Afrique, à savoir le Nigeria, le père du Nigeria moderne, qui a transformé ce pays, s'appelle Olusegun Obasanjo, un ancien militaire, qui effectivement a remis son pays dans une position extraordinaire. Tous les capitaines d'industrie que nous adulons aujourd'hui en Afrique, à savoir Aliko Dangote, Tony Enoumélou et les autres, sont le fruit de la vision politique d'Olusegun Obasanjo. L'un des pays qu'on prend aujourd'hui en modèle en Afrique, c'est bien sûr le Rwanda de Paul Kagame, un autre militaire. Et s'il est une chose que l'on reconnaît aujourd'hui au Rwanda, c'est sa discipline. C'est un pays qui s'est transformé en très peu de temps. Grâce à ce militaire qui est arrivé aux affaires, il a réussi à remettre ce pays sur les rails et à faire du Rwanda aujourd'hui une destination privilégiée. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais on est obligé de reconnaître ce qui se fait au Rwanda. À côté de cela, on peut parler de la Libye de Mouammar Kadhafi, un autre militaire. Je vous rappelle qu'à l'époque de Mouammar Kadhafi, la Libye était un pays qui était stable, avec des besoins de base qui étaient accordés à toute la population libyenne. Les soins de santé étaient gratuits pour toute la population. Les gens avaient accès à l'éducation gratuitement. Ce n'est pas la Libye d'aujourd'hui qui est totalement détruite et divisée. Kadhafi a pendant plus de 40 ans mis son pays dans une position qui faisait pâlir d'envie les autres États africains. Tout le monde se rappelle du rôle de la Libye dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, il va être difficile pour vous de faire le tour de l'Afrique sans voir les œuvres de Kadhafi dans plusieurs pays africains. Je peux également parler de l'Égypte aujourd'hui, qui est dirigée également par Al-Sisi, un autre militaire. Quand vous voyez la transformation qu'est en train de connaître ce pays, qui occupe aujourd'hui la 2e place en termes d'économie sur le continent africain, vous vous dites quand même qu'il y a quelque chose avec les militaires. Et je vais aller au-delà de l'Afrique pour montrer comment est-ce que les militaires peuvent avoir joué un certain rôle dans l'histoire de leur pays. L'homme politique français qui fait l'unanimité, tous bords confondus, c'est bien le général de Gaulle, qui était un militaire, qui est arrivé aux affaires également par un coup d'État. Mais il est devenu la figure emblématique de la France. Nul besoin ici de revenir sur son histoire avec l'Afrique parce qu'elle est tout simplement tragique. C'était juste un exemple pour vous dire, est-ce qu'au lieu d'avoir des jugements de valeur sur les militaires qui dirigent nos États, on ne devait pas prendre un peu de recul et se poser les bonnes questions? Pourquoi on a l'impression qu'avec des militaires, il y a quelque chose qui change? Pourquoi les militaires arrivent quand même à faire la différence? J'ai envie de préciser tout de suite certains, parce qu'on peut aussi prendre des exemples où des militaires ont pris les choses et ça ne s'est pas bien passé. Je donnerai juste l'exemple du général Gueye en Côte d'Ivoire ou encore un certain Samuel Ndo au Libéria. Mais ceci ne nous empêche pas de remarquer qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se passe et que cela ne peut pas être juste le fruit du hasard. Alors, dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, les seuls qui ont encore le sens du sacrifice, ce sont les militaires. Les seuls qui se lèvent avec le drapeau et se couchent avec, ce sont les militaires. Ils ont encore, si vous voulez, une forme de passion pour leur pays, parce qu'ils sont formés pour ça,
mourir pour la patrie. C'est quelque chose qui a encore un sens pour eux. Et je me dis, c'est peut-être ça qui peut justifier le fait qu'une fois arrivés aux affaires, ils ont une autre approche des choses, ils sont prêts à prendre tous les risques, quitte à perdre leur vie. Il ne vous a pas échappé qu'on peut considérer que Thomas Sankara a préféré se laisser mourir au lieu de trahir son pays. Quand vous écoutez aujourd'hui le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il est quasiment dans la même disposition. Vous voyez un homme déterminé, prêt à mourir pour ses convictions. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre partout où ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires pour la défense de la patrie. Pour la défense de la patrie? Oui. Il va sans dire que les militaires ont quelque chose de particulier. Je vous donnerai en fin de chronique ma position personnelle sur la question, notamment la place qu'on devrait donner à l'armée. Mais cela m'a amené à me demander, est-ce que la solution pour libérer totalement l'Afrique ne viendrait pas des militaires ? Si on revenait, par exemple, au service militaire obligatoire, comme c'était le cas dans certains pays il y a encore quelques années, est-ce que si on réinculquait à nos différentes populations ce sens de la discipline, le respect de la patrie, le sens du sacrifice pour la nation, on ne pourrait pas transformer les Africains que nous avons aujourd'hui ? Parce que ceux qui pillent les caisses de l'État, ceux qui tuent, qui massacrent au nom de leurs intérêts personnels, ont perdu quelque chose de fondamental, c'est l'amour de la patrie. Même au niveau du système éducatif, des cours d'éducation civique ont disparu dans certaines de nos écoles. On n'a plus les mêmes exigences qu'à une certaine époque où il était impossible pour un élève de ne pas connaître chanter l'hymne national. Tous les jours avant de commencer les cours, on se regroupait devant les salles de classe ou dans le grand espace du lycée ou du collège pour rendre les honneurs à la nation. Plusieurs d'entre nous ont grandi avec cet attachement viscéral à la patrie. Mais comme par hasard, pour des raisons encore floues, difficiles à expliquer, nous avons abandonné tous ces principes-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que les pays qui arrivent à bouger sont ceux qui ont eu à leur tête, à un moment donné, des militaires ou des anciens militaires qui ont ramené d'une manière ou d'une autre une certaine discipline, une certaine façon de faire. Il est clair aujourd'hui que même si la corruption n'a pas disparu totalement dans ces pays, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, on ne fait plus n'importe quoi. Quand vous voyez déjà ce qui se fait, notamment au Burkina Faso, il y a des choses à tirer. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils? C'est votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment l'expliquer que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent on ne veut plus de civils? Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre ces décisions, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. L'exemple du Burkina Faso nous inspire à plusieurs titres, parce qu'avec les VDP, là-bas, ce sont des civils volontaires enrôlés dans l'armée pour lutter contre le terrorisme, on se rend compte en réalité que les populations africaines ne demandent qu'à être considérées, ne demandent qu'à être mobilisées. Il va donc falloir qu'on décide de réfléchir concrètement à ce que nous voulons pour nos pays et à la place que nous voulons donner à l'armée dans la transformation de nos États. Poussons un peu la réflexion plus loin pour nous demander qu'est-ce qui est arrivé à nos armées. Pourquoi aujourd'hui les gens ont tellement peur des militaires qui arrivent aux affaires? Il faut savoir que c'est un plan qui a été méthodiquement
pensée, depuis au moins la colonisation. On a travaillé à ce que nos États ne puissent pas avoir des armées fortes, parce que n'ayant pas d'armées fortes, il va être facile de nous contrôler en installant des bases militaires, en nous obligeant à sous-traiter notre sécurité. Et c'est pour cela que, depuis les années 90, un plan de déstructuration des armées africaines a été orchestré. Nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, des équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont pendant plus efficaces. un temps, l'armée a été délaissée. N'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Comme on le voit si bien, si nos armées se sont retrouvées à un moment donné incapables de nous protéger, de protéger nos frontières, de faire face aux différents groupes rebelles et terroristes, ce n'était pas le fruit du hasard ou le manque de volonté de ces derniers. C'est tout simplement parce que nos armées ont été dépouillées. Les armées se sont retrouvées obligées de faire des services de maintien de l'ordre. On a dû orienter l'armée sur des choses qui n'étaient pas les leurs parce qu'il fallait qu'on n'ait pas d'armée. Et comme par hasard, quand les groupes terroristes, généralement suscités, les groupes rebelles également suscités, ont commencé à prendre du poil de la bête, qu'est-ce qu'on nous a dit? Vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de moyens pour vous défendre, on va venir vous aider. Voilà le piège dans lequel nous sommes tombés une fois de plus. Et c'est pour cela qu'ils sont totalement opposés à ce que les militaires restent aux affaires. Parce que contrairement à nous, les civils, ces militaires-là, ils savent clairement ce qui s'est passé. Et ce qui est frappant, c'est que si vous prenez ne serait-ce que le cas d'Assimi Goïta au Mali et d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ce n'étaient pas des militaires de salon, c'était des véritables commandos qui étaient sur le terrain, qui ont vu la réalité de la guerre et qui ont eu à constater par eux-mêmes toute la supercherie et la duperie dans laquelle se trouvaient nos États. C'est donc pas un hasard si une fois arrivés aux affaires, ils ont décidé immédiatement de changer de paradigme. Et c'est aussi pour cela que cela fait très mal. Vous verrez comme par hasard que dans ces pays, une fois que nos armées ont repris le contrôle des opérations, le terrorisme a commencé à reculer. La peur a changé de camp. Alors que pendant plusieurs années, on nous a fait croire que la nouvelle façon de faire la guerre, c'était d'accorder des espaces aux groupes rebelles et aux groupes terroristes. L'armée ne pouvait pas les affronter. L'armée attendait qu'on les attaque pour réagir. Aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, la stratégie est à l'offensive. L'armée traque et pourchasse les terroristes. Et cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ces changements de paradigme. Tenez par exemple, dans un pays comme le Mali, l'armée malienne ne pouvait pas mener une opération sur son sol sans avoir l'autorisation de la France. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, plus besoin. Tout le monde se rappelle que l'un des points de fracture entre la France et le Mali, c'est lorsque l'armée française a empêché les soldats maliens d'entrer dans la ville de Kidal ou aller même plus loin, vers Gao, pour essayer de pourchasser les terroristes. Et cela a permis aux uns et aux autres, ou alors à ceux qui en doutaient, de se rendre compte que l'objectif de la France dans le Sahel n'était surtout pas de vaincre le terrorisme. Cela dit, un fait aujourd'hui patent. L'armée est devenue incontournable dans la libération totale de l'Afrique. Qu'on le veuille ou pas, avec la situation sécuritaire qui prévaut dans nos pays, c'est compliqué de faire sans l'armée. Et j'ai eu à discuter avec certains hauts responsables des armées de ces différents pays, notamment de l'AES, qui me faisaient une remarque, somme toute pertinente, en disant ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'avec des militaires à la tête de l'État, nous allons 2, 3, voire 10 fois plus vite. Il y a très peu de procédures, très peu de bureaucratie, parce qu'ils connaissent la réalité du terrain. Avant, pour faire une intervention, nous devons saisir la présidence de la République, passer par le ministère des Affaires étrangères, prendre toutes les précautions, alors que les terroristes, eux, ils ne nous attendaient pas. Et quand on validait l'opération, on ne pouvait plus retrouver les terroristes. Aujourd'hui, parce que nous avons des militaires qui connaissent la réalité du terrain, nous avons mis de côté toutes ces lourdeurs, toutes ces bureaucraties, et nous sommes devenus, comme par hasard,
plus efficace. L'autre élément palpable, c'est le changement de partenaires stratégiques au niveau notamment militaire. Le Burkina Faso, le Mali, 80 à 90% de leurs armements proviennent de la Russie. Il était donc incompréhensible qu'ils aient d'autres partenaires militaires que les Russes, ce qui a été corrigé et comme par enchantement, on commence à voir les résultats aujourd'hui. Vous allez être surpris de ce que vous allez entendre tout à l'heure de la bouche du capitaine Ibrahim Traoré. Ces pays étaient en partenariat avec des États qui refusaient de leur vendre certains types d'armes. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent que vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des armes, types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face de vous? Les terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Je pense qu'après ceci, on comprend tous pourquoi le terrorisme, au lieu de reculer dans le Sahel avec la présence de toutes ces puissances occidentales, a plutôt progressé. En réalité, il n'a jamais été question de venir mettre un terme au terrorisme. Il était juste question de venir fragiliser nos États et de nous recoloniser militairement. C'est cette supercherie qui a été éventrée avec les militaires qui sont arrivés aux affaires et vous comprenez pourquoi certains aujourd'hui se battent pour un retour au statu quo ante, ça veut dire un retour de leurs valets et des défenseurs de leurs intérêts aux affaires. Cela dit, il faut qu'on se comprenne. À titre personnel, je ne suis pas favorable à ce que les militaires restent au pouvoir éternellement. J'estime que ce n'est pas leur place. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou parce qu'ils ne peuvent pas transformer leur pays. J'ai eu à démontrer le contraire au début de cette chronique. Juste parce que j'estime que détenant la puissance de feu, c'est compliqué si jamais un militaire décide de vriller. Il n'y aura personne pour le rattraper. C'est pour cela que je suis partisan du fait que l'armée doit devenir un pouvoir à part. L'armée doit être le dernier rempart. L'armée doit être au-dessus de la mêlée. C'est une conviction personnelle. Ceci dit, il est clairement établi que pendant une période exceptionnelle, un pays peut être bel et bien dirigé par un militaire. Mais ceci à condition d'avoir un délai réaliste et précis. Un délai qui sera convenu d'un commun accord avec l'ensemble de la population et qui permettra de réaliser tous les objectifs fixés pour permettre à ce pays de se transformer. Il est clair que si un militaire qui a dirigé de manière exceptionnelle son pays veut devenir candidat, il est souhaitable qu'il renonce à son rôle dans l'armée pour devenir un civil candidat. Et il n'y a pas de précipitation à avoir, parce que s'il y a précipitation, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est pour ça que ces transitions militaires doivent permettre à ces différents États de se transformer en profondeur. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faudrait qu'il y ait une vision, que ces militaires puissent communiquer, dire à leur population où ils vont, où ils comptent les amener et le temps que cela prendra pour que les uns et les autres puissent intégrer ce qu'ils vont consentir comme sacrifice. C'est important qu'il y ait ces éléments-là pour que l'adhésion populaire ne s'effrite pas. C'est fondamental. C'est malheureusement ce qui me semble ne pas être suffisamment fait au jour d'aujourd'hui. Donc il faut arrêter avec les calendriers de la CEDEAO, de l'Union africaine ou de l'Union européenne. Ce ne sont pas eux qui déterminent où se situe l'intérêt des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens ou encore des Centrafricains. Ce qui se fait actuellement, c'est un modèle de transition politique de retour à l'ordre constitutionnel, avec pour seul objectif les élections. Il faut changer ce paradigme. Après tant de souffrance, vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, donner comme objectif l'organisation d'élections.
ça manque de sérieux, aussi bien pour la communauté internationale qui met ses pressions que pour les acteurs eux-mêmes. Si on ne remet pas à l'armée son véritable rôle, nous serons dans une situation très compliquée. Parce que ce qui s'est passé avec la déstructuration de nos armées, c'est qu'on a réussi par des processus de corruption et d'embourgeoisement de l'armée à faire croire à nos militaires qu'ils étaient là au service d'un individu et non au service du peuple. C'est pour cela que pour mater les populations, massacrer leur population, certains hommes politiques ont utilisé l'armée pour le faire. Or, une armée ne tire pas sur son peuple. Il faut qu'on le martèle. L'armée est le défenseur du peuple. L'armée doit, dans tous les cas de figure, se ranger aux côtés du peuple. C'est ce qui s'est passé en Égypte, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est ce qui s'est passé au Mali, parce qu'on oublie qu'avant que les militaires n'arrivent au pouvoir, Ibrahim Boubacar Keïta avait déjà perdu le pouvoir dans la rue. Une armée républicaine, c'est une armée qui se range aux côtés du peuple. Donc il y a un travail à faire dans la refonte de nos institutions pour trouver la véritable place de l'armée, pour que l'armée ne devienne pas un problème, mais soit davantage une solution.